Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens va reprendre ses travaux. Alors, nous poursuivons les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Cet après-midi, nous entendrons la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Confédération des syndicats nationaux et la Centrale des syndicats démocratiques. Alors, je souhaite la bienvenue aux représentants de la Centrale des syndicats du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé au total et qu'ensuite, nous allons procéder à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je me présente, Mario Beauchemin. Je suis troisième vice-président à la Centrale des syndicats du Québec et je suis accompagné d'Isabelle Lynn Urtubise à ma gauche et de Marie-Sophie Villeneuve à ma droite. Et si jamais j'ai l'air intelligent cet après-midi, là, c'est grâce à elle. Donc, allons-y. La Centrale des syndicats du Québec, je pense que c'est important que je vous la présente un peu. Cette centrale représente plus de 220 000 membres en éducation, en petite enfance, en enseignement supérieur, en santé et services sociaux, ainsi que dans les milieux de communication, du communautaire, du loisir et du monde municipal. Et on compte également dans nos rangs une association de personnes retraitées. Aujourd'hui, on voudrait mettre l'accent sur une vision inclusive de l'immigration. Nous voulons que l'immigration au Québec soit fondée sur le respect des droits de la personne, de la dignité et des aspirations des personnes migrantes. Nous souhaitons reconnaître le rapport essentiel à notre richesse économique, mais aussi sociale et culturelle. Par ailleurs, on accueille favorablement plusieurs propositions du gouvernement, en particulier les suivantes: hausser la part des personnes admises sélectionnées par Québec, réduire les délais de traitement des demandes, améliorer la reconnaissance des acquis et des compétences et bonifier les données et la documentation sur l'état de l'immigration et les capacités d'accueil du Québec. Pour continuer, nous souhaitons maintenant présenter nos recommandations qui sont relatives à de graves enjeux de droits de la personne. À l'instar des autres centrales syndicales et de nombreux organismes, nous sommes très préoccupés par le fait que ces enjeux soient complètement ignorés lors de cette consultation. Dans un premier temps, on pense à inclure l'immigration temporaire dans la planification pluriannuelle dans l'optique de mettre fin à l'exploitation et aux abus. Nous sommes très préoccupés par l'exploitation et les abus vécus par les travailleuses et les travailleurs migrants temporaires, particulièrement les personnes admises dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Je rappelle que celui-ci a déjà été qualifié, et je cite, de terreau fertile pour des formes d'esclavage moderne par le rapporteur spécial des Nations unies venu enquêter sur le sujet cette année. Son rapport a été dévoilé la semaine passée et j'invite nos élus à en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. En fait, ce rapport met en lumière des problématiques connues sur le terrain et auxquelles il convient de s'attarder de façon urgente. La majorité des personnes admises dans ce programme sont concentrées dans des emplois très difficiles et précaires. Le permis de travail fermé les place une entière dépendance de leur employeur. Et à titre d'historien, je dirais que au cours de mes lectures, ça me fait penser à la révolution industrielle en Angleterre puis au concept de ville-usine, quand les paysans allaient travailler en usine et qui habitaient autour de l'usine et qui étaient sous la domination de l'employeur. J'ai comme l'impression qu'il y a un retour en arrière ici. Aussi, le parcours de ces personnes pour accéder à la résidence permanente est jalonné d'obstacles qui rendent le projet impossible. Dans un tel contexte, le recours grandissant au travail migrant temporaire, fortement encouragé par notre gouvernement, est hautement problématique et indigne de nos valeurs. On doit corriger le tir sur l'immigration. Nous devons corriger le tir et miser sur l'immigration permanente et le respect des droits de la personne. Nous appelons donc le gouvernement du Québec à inclure l'immigration temporaire dans la planification pluriannuelle, à travailler avec le gouvernement fédéral pour favoriser l'accès à la résidence permanente des travailleurs et travailleuses migrants temporaires et à abolir dès maintenant le permis de travail fermé. Ensuite, nous pensons qu'il faut prévoir des mesures de soutien pour les femmes migrantes. Les femmes migrantes font face à des enjeux et des obstacles à l'intégration professionnelle particuliers. Cela est présenté en détail dans une étude approfondie du comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre de la Commission des partenaires du marché du travail. Nous appelons donc le gouvernement à prendre connaissance de l'étude et à élaborer des mesures d'accueil et de soutien spécifiques pour les femmes migrantes en étroite collaboration avec les organismes qui interviennent auprès d'elles.
Nous pensons aussi qu'il faut favoriser la régularisation du statut des personnes sans statut. Même si cela ne fait pas partie des orientations présentées, on considère à la CSQ qu'il faut s'occuper très rapidement de cet enjeu. Plusieurs milliers de personnes sont déjà établies ici et intégrées au marché du travail, mais le fait d'être sans statut les confine aux emplois informels à l'ombre du travail au noir. Les risques d'abus et d'exploitation y sont très élevés. Les femmes sans papier risquent particulièrement d'être exposées à plusieurs formes de violence et d'exploitation, dont sexuelle. Nous appelons donc le gouvernement du Québec à travailler rapidement à l'élaboration de programmes de régularisation des statuts. Pour la suite de ma présentation, je vais m'attarder sur certaines orientations proposées par le gouvernement. D'abord, la première, qui concerne le rehaussement de la part de l'immigration francophone. Selon nous, il s'agit d'une orientation très positive, mais nous ne recommandons pas de sélectionner uniquement les personnes connaissant le français. Nous pensons qu'il importe d'investir plutôt massivement dans des programmes de francisation efficaces. Ce qui m'amène à parler de l'orientation 2. On est très inquiet de la façon dont Francisation Québec est présentement implantée. Les échos que nous avons du milieu ne sont pas du tout rassurants. Les personnes se présentent dans les centres d'éducation des adultes, mais le personnel ne peut rien faire. Ils ne peuvent pas les inscrire à la francisation. Ils peuvent, tout au plus, les aider à s'inscrire sur la plateforme du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Mais cette plateforme pose de nombreux problèmes. Elle n'est pas conviviale, il y a 10 sections à remplir. Et il faut rappeler à ce moment-ci que plusieurs de ces personnes n'écrivent pas le français ou ne savent pas lire. Les téléchargements des documents exigés ne fonctionnent pas toujours. Et après cela, les personnes doivent attendre un appel du MIFI pour être évaluées au téléphone, une évaluation qui ne dure que quelques minutes. Et tous les délais rapportés sont extrêmement longs. En outre, pendant ce temps, les personnes sont sans revenus d'allocation aussi longtemps qu'elles ne débutent pas le cours de francisation. Et les allocations ne sont pas rétroactives. On nous signale aussi plusieurs erreurs de référence. Des personnes de Terrebonne sont référées à Saint-Jérôme ou des personnes de Mascouche sont référées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qu'on nous rapporte aussi, c'est que le service téléphonique du MIFI est débordé. Le personnel est impatient et ne communique qu'en français. Ce qui donne que les personnes arrivent au compte-gouttes dans les cours, ce qui demande une réorganisation des niveaux de français dans les classes à chaque semaine. Les centres de services scolaires inscrivaient et francisaient plus de 25 000 personnes annuellement et elles ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, 95 % des personnes ayant besoin de francisation n'ont pas pu s'inscrire au guichet unique. C'est comme si le MIFI a pris cette décision sans connaître les réalités et les besoins des personnes immigrantes. Elles ont besoin de contact, de parler à des personnes réelles, d'être assurées et surtout d'être bien informées et guidées à travers les processus. On insiste sur la nécessité de mettre en place rapidement des solutions. Nous voulons aussi attirer votre attention sur une pratique que nous jugeons tout à fait incohérente et incompréhensible. Nous faisons référence ici au fait que les examens administrés par les centres d'éducation des adultes et reconnus par le ministère de l'Éducation ne le sont plus par le MIFI depuis le 21 juillet 2020. Un ministère ne reconnaît pas les examens pourtant reconnus par un autre ministère, et cela au sein d'un même gouvernement. On peut parler ici d'une certaine incohérence. Pour être sélectionnées, les personnes migrantes doivent maintenant fournir des attestations de résultats d'un test de français conçu en France. Il n'est pas étonnant de constater que plusieurs échouent à ces tests, puisque nombre d'expressions sont incompréhensibles au Québec. Et ces tests ne sont pas gratuits. Ça varie entre 250 et 400 $, contrairement à ceux qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Il n'est pas rare qu'à la suite d'un échec, certaines personnes embauchent un professeur en France pour des cours de rattrapage à distance afin de préparer la reprise de ces tests. Nous trouvons cette situation inacceptable. On demande donc que le MIFI se ravise en acceptant les tests de français reconnus par le ministère de l'Éducation. En ce qui concerne l'orientation 6 maintenant, sur l'importance de l'immigration économique, pour nous, l'immigration ne doit pas avoir comme unique objectif de répondre à nos besoins à court terme de main-d'œuvre. Nos devoirs envers l'immigration humanitaire et le regroupement familial sont tout aussi importants. Or, ces deux volets ont connu des baisses importantes ces dernières années.
Les personnes demandeuses d'asile sont déjà établies ici et en processus d'intégration. Les délais de plus de 25 ans d'attente pour obtenir une décision, qui ont été révélés dans les médias la semaine passée, sont absolument inadmissibles. Et la cause majeure se trouve souvent dans nos seuils beaucoup trop bas. Bref, la CSQ est d'avis qu'il faut augmenter le nombre de personnes admises dans les volets humanitaires et du regroupement familial. En plus de respecter nos engagements internationaux, cela se justifie d'un point de vue économique puisque les études démontrent que le taux de rétention à long terme des personnes migrantes en région est significativement plus élevé pour les personnes réfugiées et celles ayant leur famille auprès d'elles. Seconde, s'il vous plaît. En conclusion, nous avons pris l'acte de la volonté de mobiliser l'immigration économique afin de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les services publics. Mais il est important pour la CSQ de vous rappeler qu'un grand bassin de personnel qualifié et diplômé dans ces secteurs existe au Québec. On se désole de devoir le rappeler encore, la pénurie de main-d'œuvre dans les services publics est en grande partie causée par la dégradation des conditions et d'organisation du travail. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors maintenant, je vais céder la parole à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Vous avez 16 minutes 30 secondes. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous trois d'être présents parmi nous. Merci de participer à cette consultation, à cet échange donc sur l'immigration pluriannuelle pour les années 24 à 27. C'est très apprécié. Je vais vous amener sur quelques sujets là, différents, mais je vais reprendre en fait une partie de votre allocution concernant les permis de travail fermés. Les permis de travail fermés, c'est un sujet que j'ai abordé avec mon homologue fédéral précédent, c'est-à-dire M. Fraser, pour faire valoir que le fonctionnement actuel avec les permis de travail fermés semblait générer certains enjeux, on le sait, de vulnérabilité des travailleurs lorsqu'il y avait un comportement de la part de l'employeur qui était inadéquat. Alors, j'ai demandé à ce qu'on puisse regarder les alternatives à ces permis de travail fermés. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre. Quelle serait pour vous la meilleure alternative à considérer? Moi, j'avais évoqué, bon, peut-être l'idée d'un permis de travail régional, de telle sorte que des régions, par exemple, plus éloignées, puissent bénéficier de la présence de travailleurs étrangers temporaires d'une manière plus sécurisante, avec un permis de travail fermé régional, parce que, advenant qu'une personne soit embauchée par un employeur qui n'a pas le bon comportement, bien, qu'elle puisse cheminer vers un autre emploi dans la région plutôt que dans une autre région au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui était sécurisant pour des régions éloignées, d'avoir une alternative de cette nature-là. D'autres me parlent plutôt de l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un permis de travail sectoriel, de telle sorte que des professions qui vivent des cycles économiques semblables, mais pas superposés, je vous dirais, en termes de haute saison, basse saison, pourraient se promener d'une entreprise à l'autre, des entreprises qui vivraient des hautes saisons dans leur cycle économique à des moments différents. Donc, pourraient, par exemple, travailler pour un employeur dans la haute saison en juin, et puis là, quand ce sera le creux de vague rendu au début août, bien là, il cheminerait vers une autre entreprise du même secteur qui, elle, vivrait sa haute saison au mois d'août. Donc ça, c'était vu de manière positive par plusieurs organisations, entreprises qu'on a rencontrées qui offrent des emplois de type saisonnier. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une autre formule qu'on devrait envisager? Et parmi les formules qui existent, quelle serait celle que vous privilégieriez? Géry. Oui, merci. En fait, la meilleure alternative pour nous, c'est celle qui met réellement fin au risque d'abus. Puis je pense que c'est au MIFI, au ministère, d'évaluer cela. Et pour nous, ces immigrants et immigrantes temporaires, étrangers temporaires, doivent jouir des mêmes droits que les personnes qui sont établies au Québec et qui sont Québécois et Québécoises, qui sont résidents permanents. Ils doivent avoir le droit de changer de travail. Ils doivent avoir le droit à une protection sociale, le droit de porter plainte à la CNESST. Donc, pour nous, ce que vous avez mis sur la table tout à l'heure nous semble intéressant, en autant que ça aboutit justement à une égalité des droits entre les différentes personnes au sein de la population québécoise. J'aimerais souligner à cet égard-là que, en fait, les travailleurs étrangers temporaires bénéficient du même encadrement là, pour les droits du travail que n'importe quel employé au Québec. Et ça, c'est important de sensibiliser
et les employeurs et les employés. Et c'est quelque chose auquel on s'est engagé avec la création en mars dernier d'une escouade pour faire en sorte de bien informer les employés de leurs droits, les employés, notamment les travailleurs étrangers temporaires, pour être certain qu'ils soient bien au fait de ce qui est permis, de ce qui est illégal, puis des recours auxquels ils peuvent avoir accès. Donc ça, pour nous, c'est essentiel et c'est sûr qu'on va continuer à porter un regard attentif à cette évolution-là. Et puis, on enjoint également le fédéral à être de la partie pour faire en sorte que ce soit le mieux promu possible. Est-ce que de votre côté, vous avez une action en ce sens-là auprès de ce type d'employés? Des actions? Oui, des actions pour les sensibiliser sur leurs droits. Non, mais je pense que c'est au ministère d'œuvrer dans ce sens parce que ces employés, ces travailleurs migrants temporaires travaillent souvent de 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, pour eux, d'établir des démarches, d'entreprendre des démarches pour s'informer de leurs droits, c'est pas évident. C'est même quasi impossible. Donc, il y a vraiment une initiative gouvernementale qu'il faut mettre en place pour pouvoir les en informer. Dans votre rapport à la recommandation 2, donc page 7, vous indiquez que vous souhaitez que le gouvernement du Québec prenne en compte la réalité et les enjeux vécus par les femmes migrantes et élabore des mesures en conséquence, bien sûr en collaboration avec les acteurs du milieu. Je me demandais à ce sujet-là à quel genre de mesures vous pensez pour être davantage inclusif et pour favoriser l'intégration puis la sécurité des femmes immigrantes qui travaillent au Québec. Allô? Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est ma première fois, fait que je suis vraiment nerveuse, mais c'est vraiment le fun qu'il y ait cette consultation-là sur un sujet aussi important. Vraiment rapidement, la Centrale des syndicats du Québec, on n'est pas des spécialistes de l'immigration, mais on a des valeurs de droits humains, de droits de la personne, de justice sociale qu'on défend. Il y a des gens de plus en plus, des personnes migrantes qui font partie, qui travaillent dans les services publics, qui vivent des enjeux que les personnes nées ici ne vivent pas, dont les femmes. Donc, ce n'est pas à nous de détailler les mesures à prendre, parce que nous ne sommes pas les spécialistes. Mais j'attire votre attention sur un rapport du Comité consultatif Femmes en développement de la main-d'œuvre, la Commission des partenaires du marché du travail, qui s'appelle « Analyse qualitative de parcours d'insertion de femmes immigrantes au marché du travail et conditions de réussite observées », un rapport de 2019 qui a une belle liste de recommandations de mesures. J'attire aussi votre attention sur les réseaux de femmes migrantes qui existent au Québec. Il y en a des excellents. Le volet femmes de la TCRI, qui est la table qui regroupe l'ensemble des groupes communautaires en immigration, qui est partout au Québec. Ils ont des personnes de ressources extraordinaires. Ils ont émis des études, ils ont émis des rapports, ils ont émis des recommandations. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, sur la table, il y a déjà des recommandations intéressantes qui viennent de groupes et de réseaux qui travaillent auprès des femmes immigrantes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre de façon détaillée à votre question. J'ai plusieurs constats du rapport, mais je trouve que vous avez déjà accès à ces groupes-là parce que plusieurs sont financés par votre ministère. Donc, je vous invite vraiment à travailler avec ces groupes-là là-dessus parce que c'est elles qui sont les mieux placées pour vous indiquer les mesures à suivre, pour mieux les accompagner et les soutenir. De l'écosystème des organisations actives en immigration et de notre côté, on s'est assuré d'œuvrer en collaboration avec ces organismes-là qui sont sur le terrain, soit en accompagnement, soit en intégration des personnes immigrantes pour assurer une connexion avec la société d'accueil ou encore en francisation. Donc, depuis notre arrivée au pouvoir, on a signé plus de 200 ententes de cette nature-là avec des organismes, beaucoup des organisations communautaires qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Pour la plupart, c'est leur principal axe d'intervention et d'action. Alors, particulièrement, il y a plusieurs membres là, de la TCRI qui sont dans les organisations avec lesquelles on travaille et qu'on s'assure d'être en contact avec eux via nos bureaux régionaux, nos antennes régionales. On a ouvert 9 directions régionales et 74 antennes régionales. Alors, soyez assurés qu'on couvre le terrain, contrairement au gouvernement précédent qui s'était assuré là, de fermer tous ses bureaux en région. Nous, on s'est assuré d'être connectés aux régions, de ne pas tourner le dos aux régions et plutôt de travailler en collaboration avec l'ensemble des organisations qui sont actives et qui ont une valeur importante à apporter dans le processus et la réussite des processus d'immigration des personnes qui viennent chez nous.
Je peux vous donner un exemple, excusez-moi. Les femmes sont majoritaires dans les catégories regroupement familial et femmes réfugiées. Ces deux catégories où l'accès à des services de francisation, des allocations puis des services publics sont très réduites. Fait que donc, entre autres, c'est ça qui est demandé dans les recommandations à mettre de l'avant. Fait que ça va très loin. Là. C'est très contente de voir, mais on aurait aimé ça avoir une orientation spécifique avec des mesures qui changent un peu. C'est les conditions de la catégorie réfugiés, regroupement familial. Par exemple, les femmes du regroupement familial sont beaucoup plus dépendantes de leurs parrains et ça les place dans des situations d'isolement puis de vulnérabilité qu'il n'y a rien à Québec actuellement qui adresse ça. Donc, je suis contente de voir que vous cette volonté-là de les soutenir davantage, mais on aurait aimé une orientation vraiment spécifique qui va plus loin pour elles. Effectivement. Et qu'est-ce que vous verriez comme autre caractéristique pour ce qui est des femmes immigrantes? Qu'est-ce qui les distingue également là, pour qu'on soit bien au fait de la nature des enjeux possibles? Une autre chose qui est ressortie du rapport, c'est leur taux de surqualification en emploi est le plus haut au Québec. Donc, c'est aussi ça. C'est au Québec, de tous les groupes démographiques, les femmes migrantes diplômées sont les plus surqualifiées. Donc, elles ont des emplois de très bas niveau, souvent, qui est très en deçà de leur qualification. Et ils ont aussi documenté beaucoup de préjugés, malheureusement, auxquels elles font face, là, une espèce de conjonction de préjugés qui les affectent particulièrement, qui font que même dans les emplois où elles sont surqualifiées, elles sont considérées comme pas qualifiées pour faire ce job-là. Donc, c'est détaillé aussi l'exemple des préjugés qui impactent plus particulièrement, qui affectent plus particulièrement les femmes immigrantes. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle étude. Et il y avait plusieurs références intéressantes aussi à suivre dans cette étude-là. OK, merci. Fait que c'est de la sensibilisation des employeurs, etc. Ouais. Effectivement. Madame la Présidente, il nous reste combien? 6 minutes. 6 minutes, d'accord. Vous appuyez notre proposition d'orientation numéro 9 sur la régionalisation. En fait, vous considérez là, que la régionalisation de l'immigration est alignée précisément, uniquement en fait sur des objectifs économiques, que ça génère des inégalités. Pouvez-vous me détailler un peu votre perception, votre vision des choses de ce côté-là en matière de régionalisation? Et qu'est-ce que vous proposeriez d'avoir comme approche? Encore une fois, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure par rapport aux femmes migrantes, la CSQ n'est pas un spécialiste de la régionalisation et de l'immigration, mais on vous recommande de consulter en détail, incluant ces recommandations, l'étude de Marie-Thérèse Chicha, Valérie Asselin et Eliane Racine, la régionalisation de l'immigration, enjeux, portée et limites des politiques et des programmes. C'est un comité consultatif sur les personnes immigrantes de la Commission des partenaires du marché du travail. Et là-dedans, on trouve, à titre d'exemple, comme recommandation, une augmentation du financement des organismes communautaires et des acteurs de la francisation et le fait de réinvestir massivement dans les services publics, car l'étude démontre que le principal frein à une régionalisation durable est le manque d'accès à un logement ainsi qu'à des services d'éducation et de santé de qualité. Merci. Je voulais revenir sur les chiffres que vous avez donnés pour Francisation Québec, parce que ce sont des chiffres qui datent, et je voulais vous mettre à jour, en fait, parce que des gens qui sont en attente de cours, bien, jusqu'à ce que le cours ne démarre pas, c'est sûr qu'ils sont en attente. Là, il y a des cours qui ont été démarrés. Alors, je voulais vous donner les chiffres. Donc, depuis le 1er juin, le nombre de demandes qui ont été déposées à Francisation Québec est d'environ 27 000 demandes qui ont été déposées depuis le 1er juin. Et si on regarde les élèves qui sont inscrits ou qui le seront au cours des prochains jours, on a eu 14 800 personnes qui soit sont inscrites ou le seront au cours des prochains jours. Donc, ça change pas mal la donne par rapport aux chiffres que vous avez donnés, qui est tiré d'un article qui est paru au mois d'août. Donc, voilà, je voulais vous mettre au fait de ce changement-là, quand même qui donne un portrait fort différent de la situation. Et vous dire également qu'entre le 1er avril et le 30 juin, on a eu 30 000 demandes qui ont été traitées et qui suivent des cours, c'est ça, qui ont été francisées, là, qui suivent des cours. Et ça représente, par rapport à l'année antérieure, une hausse de 46 % des demandes qui ont été traitées. Alors, vous voyez qu'avec nos mesures de francisation, qu'on a, nous, rendues accessibles aux immigrants temporaires, parce que sous les libéraux, ce n'était pas le cas, vraiment, il y a des bons importants qui ont été faits en matière de francisation, avec des hausses de 46 % d'une année à l'autre. Vous voyez qu'on met les bouchées doubles et qu'on réalise quand même que la demande est très importante. On continue d'être à l'embauche de professeurs pour s'assurer de bien répondre
répondre à la demande, mais l'élan, il est là, il est donné, et c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une université en francisation qu'on est en train de mettre en place avec Francisation Québec, tellement l'ampleur de la demande est importante. Et c'est en fait une organisation qui a été mise sur pied après que beaucoup d'autres se soient lancés dans des promesses de mise sur pied de Francisation Québec. Nous, on l'a fait et on est en train de réaliser, franchement, je pense, un défi important qui va aider à la protection et à la promotion du français de manière assez claire et nette. À ce sujet-là, je voulais vous entendre sur le fait que vous ne valorisiez pas totalement l'idée de mettre l'accent, comme on le fait, sur la connaissance du français. Donc, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Vous disiez ne pas être totalement en accord avec l'idée d'avoir des immigrants que francophones, 96 % de l'immigration économique soit francophone. Est-ce que j'ai mal interprété vos dires? On est en faveur d'augmenter la part d'immigration francophone. Au point où on le propose? Pour nous, le seuil, là, je pense qu'il faut commencer par s'occuper adéquatement de ceux et celles qui sont ici et de mettre en place. Vos chiffres sont intéressants. Ce n'est pas ce qu'on nous dit sur le terrain, mais on va retourner vérifier par contre. Mais c'est important, l'augmentation de la part d'immigration francophone, l'immigration économique. Mais comme on l'a dit, pour nous, c'est important aussi de s'occuper de franciser ceux qui sont des travailleurs temporaires. Ah bien ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Avant qu'on arrive au pouvoir, ce n'était pas assumé comme responsabilité, mais nous, on s'est assuré de rendre disponibles les mesures de francisation aux immigrants temporaires. On s'en occupe des immigrants temporaires. Et non seulement on s'en occupe, mais en fait, ils constituent la moitié des apprenants à l'heure actuelle chez Francisation Québec. Donc, c'est une excellente nouvelle, parce qu'en fait, ils répondent à l'appel qu'on leur a lancé à l'effet que le français est important et ils sont au rendez-vous pour prendre des cours de francisation. Donc, s'il y a des cours de francisation sur les lieux de travail, pendant les heures de travail, et qu'ils continuent à être rémunérés, ça nous fait extrêmement plaisir. Oui, puis la francisation d'entreprise, on va mettre un grand accent là-dessus. Déjà, le ministère MESS s'en occupe, s'en charge. À partir du 1er novembre, c'est Francisation Québec qui va prendre sous son aile ces démarches, mais ça va s'inscrire en continuité. Et puis, c'est sûr que c'est un angle qui est très important pour nous parce qu'il faut amener le français vers les travailleurs et pas attendre que nécessairement les travailleurs viennent vers le français. Je pense qu'il faut que ce soit à double sens. Il faut les engager dans un processus d'apprentissage du français et espérer qu'ils poursuivent ce cheminement-là de leur propre chef par la suite. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à l'opposition officielle. Alors, je donne la parole au député de Nelligan pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présence. J'espère que votre première présence se déroule très bien. C'est ça, prenez de l'eau. Bienvenue à vous trois. Excellent rapport, des bons points qu'on partage. Vous savez, hier, fin de journée, on était tous choqués d'entendre le témoignage de Gracia. Gracia et Clara, c'est des visages qui existent. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire en commission parlementaire de faire attention aux immigrants temporaires. Je vous invite à voir, si ce n'était pas déjà fait, le reportage L'Essentiel. Je trouve, comme vous, que cette consultation manque quelque chose d'extrêmement important. J'entends depuis les 2 derniers jours, la ministre nous parlait des libéraux on a quitté le pouvoir en 2018. Je tiens à rappeler que ça fait presque 6 ans maintenant, à l'aube de la 6e année de ce gouvernement. On est à des chiffres astronomiques en termes d'immigrants temporaires. Quand c'est rendu que pour la première fois, ce n'était pas le cas avant, que même un rapporteur des Nations Unies vienne au Canada et même au Québec faire un rapport sur, je dirais, des choses qu'on n'a jamais pensé avoir au Québec. On parle de l'esclavagisme. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. J'ai été invité à des rencontres avec des groupes. C'est des faits, ça existe. Quand on parle que des gens, pas loin d'ici, à Lévis, payent 100 $ la semaine. Et quand j'entends aujourd'hui que ce n'est pas le rôle des syndicats d'aller faire des démarches pareilles, c'est quoi votre lecture d'une consultation qui ne prend pas le temps de dresser ce portrait des immigrants temporaires? Parce qu'on s'en va vers 3 ans. C'est une planification pour les 3 prochaines années.
En fait, nous, si on avait juste une recommandation à retenir, puis à proposer au gouvernement, c'est d'inclure dans leur planification pluriannuelle la question des immigrants étrangers temporaires. Oui. Et qu'on vienne le plus rapidement possible à mettre sur la table des solutions parce que, comme vous l'avez dit, comme le rapporteur des Nations unies l'a dit, c'est inacceptable en 2023 que des personnes, qu'elles soient migrantes ou pas, subissent de telles conditions de travail. Oui. Je vais vous envoyer le projet de loi que j'ai déposé l'automne dernier. Vous allez le voir et j'espère que vous allez nous partager vos commentaires. Si jamais le gouvernement ne retient pas votre proposition par rapport à inclure les immigrants temporaires dans le calcul, ça serait quoi votre constat ou votre conclusion? Ma conclusion, ça serait qu'il faudrait que la société civile se mobilise, comme elle est déjà en train de le faire. Ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Il y a après la projection du film Richelieu, qui est un quasi-documentaire. Oui. Il y a eu un appel du réalisateur et des personnes migrantes temporaires dans la salle qui demandent à la population d'écrire à leurs députés, en incluant dans cette lettre-là des éléments de solution pour mettre fin à leurs terribles conditions de travail dans certains cas. Vous savez que le slogan de la CAQ depuis le début, on prendre moins, on prendre soin, vous croyez toujours aujourd'hui qu'après 5 ans au pouvoir de la CAQ, on prend moins, on prend soin? En tout respect, monsieur, je ne pense pas que je vais me prononcer sur cette question. Pardon? En tout respect, je ne crois pas que je vais participer à ce débat un peu partisan. Ah, pas de problème. Il reste 8 minutes 40 à l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi on dit merci de l'autre parti, mais ce n'est pas grave, vous avez le droit de remercier. Vous pouvez adresser à la présidente. Revenons. Le député qui a droit de parole, c'est celui à qui j'ai donné le droit de parole, alors même les réactions ne sont pas permises et je n'en permettrai pas d'autres. Merci, Madame la Présidente, pour cette mise au point. Je reviens au seuil. On ne parle pas des travailleurs temporaires, mais on parle de 2 scénarios. Est-ce que les 2 scénarios vous conviennent aujourd'hui? Nous, je dirais bien franchement, les 2 scénarios, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce mot-là, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on augmente la part d'immigration humanitaire et de recoupement familial, parce que c'est en baisse depuis plusieurs années, et qu'on s'occupe comme il faut, et qu'on donne des conditions et un accès égal à tous ces immigrants-là au marché de l'emploi, et qu'on leur donne des conditions de travail, qu'on mette à leur disposition des infrastructures qui vont leur permettre de s'intégrer à la société québécoise. Et moi, question de seuil ou de plafond, mais vous avez raison. On ne peut pas embarquer dans le jeu. Oui, vous avez raison de ne pas embarquer dans le jeu des seuils. Je vous l'accorde. Je suis de cet avis depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on voulait qu'on parle du portrait global. Mais vous venez de donner des bons arguments qu'on n'en prend pas soin des immigrants. On a besoin de répondre à la question que je vous ai posée au début. Mais quand on voit de l'esclavagisme, est-ce qu'on prend soin? C'est des faits. Donc, ce qu'on veut comme société démocratique, vous aussi, vous représentez des intérêts d'un groupe. Nous, on est parlementaires, membres d'une commission parlementaire. Notre souhait avec une planification pluriannuelle, c'est justement s'assurer de prendre soin de ces gens. Je vais reposer la question. Vos constats sur le terrain, votre proximité avec les travailleurs. J'ai entendu votre collègue parler de plusieurs rapports qui parlent des femmes immigrantes. Vous parlez de l'inclusivité. Vous avez ramené beaucoup d'arguments solides. Je vais répéter ma question. Est-ce que les efforts utilisés vous démontrent qu'on prend soin de ces immigrants qu'on accueille sur le territoire? Bon, première chose, tout à l'heure, j'ai affirmé, en fait, j'ai dit que je ne voulais pas me prononcer sur un slogan politique, sur un slogan partisan. Maintenant, on peut utiliser les termes « en prendre soin », mais nous, ce qu'on dit, puis la CSQ représente surtout des travailleuses et des travailleurs du secteur public et parapublic. Mais on a des gens quand même qui travaillent sur le terrain. Et ce qu'on sait, entre autres, de notre côté, c'est qu'il y a un problème avec la francisation, malgré les chiffres que la ministre nous a dévoilés tout à l'heure. Il y a un problème avec Francisation Québec, il y a un problème avec la plateforme MIFI. Donc, est-ce qu'on peut parler d'en prendre soin? Moi, quand je parle de mes membres, j'ai représenté longtemps des profs de cégep, je ne dis pas que je vais prendre soin des profs de cégep.
je vais dire que je veux leur donner de meilleures conditions de travail. Oui, on s'entend. Donc, c'est ce que je veux dire. Non, on si s'entend. donner des meilleures conditions de travail, Oui. assurer un accès équitable aux services publics, investir dans les services publics pour, justement, avoir accès à de meilleurs services, ça veut dire en prendre soin. Alors, oui, c'est très clair. C'est très clair, vous avez répondu, on peut comprendre entre les lignes. Je reviens à Francisation Québec. On peut vous partager beaucoup d'informations aussi, parce que même moi, je suis surpris de ce que je vois par rapport à Francisation Québec. Mais au-delà de la plateforme, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, c'est les cours, les gens ont besoin d'échanger, ont besoin. Est-ce que vous reprochez, vous avez une critique par rapport à la démarche du ministère d'aller vers Francisation Québec? Est-ce que j'ai cru comprendre qu'on s'en va vers la mauvaise direction? Écoutez, au départ, je pense que c'est une bonne idée. Un guichet unique pour mieux gérer les demandes, ça nous semblait une bonne idée. Ce qu'on dit présentement, c'est que c'est mal implanté et ça fonctionne mal. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ça va pas bien? Je veux dire, on a de la misère avec les plateformes numériques au Québec, on dirait. Oui, oui. Donc, je peux comprendre que même sur cet enjeu qui est primordial pour le Québec, la langue française, le gouvernement est en train de l'échapper. D'après ce qu'on observe sur le terrain, d'après les rapports que nous avons consultés, on peut dire que pour l'instant, oui, on est en train de l'échapper. Oui. Je ne sais plus quoi vous dire par rapport à ça, parce que je sais que je ne veux pas vous ramener là, mais il y a plein de slogans sur la protection de la langue française. J'attends encore une autre publicité d'un ministre pour dire qu'on va la promouvoir et la protéger. J'ai de la misère à comprendre comment on va s'assurer de protéger la langue française au Québec si le gouvernement qui a tout mis sur Francisation Québec, il la livre mal. Francisation sur le milieu de travail. Qu'est-ce qu'on va faire avec les travailleurs temporaires étrangers qui travaillent toute la semaine? Je suis allé ce week-end dans un tournoi. Ils ont un seul jour. Ils ont un seul jour pour quitter. Ils travaillent toute la semaine. J'étais très heureux de parler avec eux, de leur offrir des médailles et de partager avec eux ma passion du soccer. Ils n'ont pas le temps. Comment on va faire? C'est une bonne question. Avez-vous une réponse? J'en ai aucune idée. Régionalisation, est-ce qu'on y croit? La ministre vous parle que les bureaux, ils ont fermé, eux, ils ont ouvert les bureaux. Est-ce qu'on a réussi le mandat de régionaliser l'immigration? Nous, ce qu'on dit, et je vais le répéter, c'est qu'un des succès dans la régionalisation, c'est quand habitent en région des immigrants humanitaires ou avec leur famille. Donc, si on pouvait remonter le seuil de ce type d'immigration, je pense qu'on pourrait réussir davantage en termes de régionalisation. Est-ce que vous savez que pour des Québécois maintenant qui attendent leur conjoint ou conjointe, le délai est rendu de 25 mois? Il y a des gens qui me disent on brise des cœurs. C'est ça la réalité. Les gens de Québec Réunifie nous écoutent. Il y a des gens qui ont des délais de 25 mois. Donc on parle de regroupement familial, on est encore loin. C'est quoi? Mais c'est ce qu'on demande. On demande au MIFI de travailler là-dessus, justement. Oui, mais ça fait quand même 6 ans et les délais s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. OK. J'essaie de trouver quelque chose de positif dans votre mémoire. C'est un excellent mémoire, mais je dis excellent par rapport à la planification. Parce qu'on nous invite à une planification avec des objectifs sur 3 ans. C'est ce qu'on veut se donner. Mais si j'ai à vous reposer la question avec ce que vous venez d'évoquer, ici c'est à refaire, et vous êtes responsable de planification pluriannuelle, c'est quoi les 3 éléments sur lesquels vous allez vous insister? 3 éléments. Bon, je pense qu'on l'a dit dans le mémoire, d'inclure dans la planification pluriannuelle les travailleurs et travailleurs étrangers temporaires, prendre en considération davantage les femmes migrantes et régulariser le statut des personnes qui sont sur le territoire présentement. Quand vous dites régulariser, est-ce que vous parlez des sans-papiers? Oui. Avez-vous une idée sur le nombre de sans-papiers? Sur le nombre de sans-papiers? Le nombre de ces personnes? Non. Non? Non. Non, pas grave. Non, mais je sais, je sais, ce n'est pas... Je dis parce que quand on demande une régularisation, peu importe,
On a une idée de ce qu'il s'agit de 10 000, de 20 000, de 30 000, de 5 000. C'est une question qu'on pose juste pour savoir sur quoi on s'aligne. Quand on vous dit que... En conclusion, il vous reste 20 secondes. L'élément de la régionalisation, encore une fois, pensez-vous que le fait d'ouvrir des bureaux, c'est la seule chose pour aider à régionaliser l'immigration? Je ne pense pas qu'il y ait une solution unique à un problème aussi complexe. Je vous remercie. Merci à vous. Le temps est écoulé. Alors, je vais maintenant céder la parole au député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça m'a fait penser à plein de choses. Puis en même temps, j'ai reçu un courriel des travailleurs de l'IMEL qui, certains, sont toujours sans permis, malgré que l'Assemblée nationale ait voté une résolution unanime pour des permis de travail ouverts. Il y en a qui n'ont pas de solution en ce moment et ça m'a fait penser à ça parce que c'est ça la réalité du permis de travail fermé. C'est que tu es complètement aux aléas de ton entreprise. Il y a le rapport des Nations unies, on en a parlé. Ce rapport-là fait qu'on ne peut plus fermer les yeux, là. On le sait. L'ONU nous l'a mis en plein visage. Ça fait mal à lire, mais c'est un dur rappel à la réalité. Et je me tourne vers mes collègues. Je vais déposer une demande de mandat d'initiative pour qu'on creuse la question des permis de travail fermés. Je pense que ça nous concerne en tant que Québécois. Et je pense que, Madame la ministre, vous avez soumis que vous étiez à évaluer des alternatives. Je pense que ce serait important qu'on travaille de façon non partisane à améliorer les conditions de travail de nos travailleuses, de nos travailleurs, et qu'on fasse des exigences, des demandes, et qu'on aille plus loin avec le IRCC, avec le fédéral, pour dire que ça suffit, là. Moi, quand je lis comme législateur ou quand j'apprends comme député qu'il y a des conditions qui sont propices à l'esclavagisme au Québec, je ne suis pas capable d'entendre ça, je ne suis pas capable de lire ça, et je pense qu'on devrait travailler tous ensemble pour qu'on étudie la question et qu'on la règle le plus vite possible. Et j'espère que la main tendue sera prise. Vous parliez de vision inclusive, 10 à 25 ans de délai de traitement dans certaines catégories. Est-ce que vous jugez que c'est possible et acceptable, ça, en 2023 pour le Québec, que certaines personnes attendent 25 ans pour obtenir la résidence? Poser la question, c'est pas mal y répondre, hein? Mais non. Et est-ce que, puis je me retourne encore, est-ce que, puis je ne peux pas croire que c'est ça l'intention réelle. J'ose croire qu'il y a un oubli ou il y a un arriéré qui n'a pas été calculé. Il y a une méconnaissance ou je ne sais pas, IRCC n'a pas donné les bons chiffres. Je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre que vraiment il y a une intention véritable de séparer des Canadiens, des époux des Québécois pendant 3 ans, qu'il y a une intention véritable que des réfugiés reconnus qui sont victimes de persécutions et de mort dans leur pays d'origine, de risque de mort, doivent attendre 10 ans pour leur résidence et 25 ans pour les plus vulnérables des vulnérables, les humanitaires. Je ne peux pas concevoir que c'est ça la volonté. Alors, ça fait quelques fois qu'on en parle. Madame la ministre, vous avez répondu tout à l'heure sur France Station Québec avec des chiffres à jour. Là, vous les avez vus, les chiffres, depuis le dépôt du plan, le devoir à amener des chiffres. Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour là-dessus? Parce que je ne crois pas que c'est vraiment ça qui est voulu. Je ne peux pas croire que c'est ça qui est voulu. En fait, c'est pas ça qui est voulu. J'en suis presque certain. Sur la régularisation, est-ce que vous avez une idée de qui on viserait? Est-ce que vous êtes en mode tout le monde? Est-ce qu'on fait par étapes? Est-ce qu'on vise des secteurs d'emploi? Est-ce qu'on vise des régions? Est-ce qu'on vise un délai de gens? Combien de temps sont restés? Est-ce que vous avez pensé à ça pour commencer, pour une première phase? Non, on n'a pas travaillé là-dessus. Mais ce qu'on demande, par contre, c'est que le ministère y travaille et se penche sur cette question-là. Mais je ne pense pas qu'on doit mettre les intérêts économiques de l'avant, par exemple. Si je peux ajouter, mais c'était déjà mentionné dans le document de consultation, puis ça fait partie des orientations proposées, c'est-à-dire qu'on manque de données sur l'immigration, puis sur aussi notre capacité d'accueil, c'est déjà reconnu. Donc, c'est très important c'est pas à nous à compter le nombre de personnes, mais on le sait même pas au Canada, puis on le sait même pas au Québec, les chiffres n'existent pas nulle part. Donc, il faut d'abord savoir de qui l'on parle, puis pour savoir de qui on parle, bien, il faut documenter, puis ça peut pas être le travail, bien entendu, des centrales syndicales, mais pour nous, c'est urgent de s'y atteler. Il y a des gens qui peuvent faire ce job-là dans notre société. En conclusion. Donc, voilà. Bien, j'en profite pour vous remercier. Il y a beaucoup d'humanité dans ce que vous dites. Merci, le temps est écoulé.
Merci. Alors, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à nos travaux. Merci pour votre mémoire. Nous allons suspendre quelques instants avant de reprendre avec le groupe suivant.